Il est 20 h. Merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal. L'actualité en titre. Les travaux de l'annexe de l'hôpital Yalgado, 6 à l'ex-secteur 30, sont terminés. Seuls les équipements restent à être installés ainsi que les routes permettant l'accès aux joyaux. L'assistant de police stagiaire d'Oussungou Rasmane repose désormais au cimetière de Sondgo. Retour sur l'enterrement dans ce journal. Des forages automatisés, c'est la solution trouvée par l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, afin de donner de l'eau aux populations des quartiers périphériques en cette période de forte chaleur. Bonsoir et bienvenue. Le président du Faso était de nouveau sur le site du chantier du pôle de l'hôpital Yalgado Ouedraogo après une première visite le 30 mars dernier. Roch-Marc Christian Kabouré a certifié que les travaux de construction sont achevés et que seul l'équipementier a demandé 60 jours pour monter l'ensemble du matériel avec nécessairement la formation de médecins. Il reste néanmoins la construction des infrastructures routières autour de l'hôpital dont le montant chiffré à plus de 2 milliards de francs CFA est à rechercher. Cheikh Omar Pandaougo. Plus d'un mois et demi après son premier passage sur le chantier de l'annexe de l'hôpital Yalgado, le président du Faso revient sur les lieux. À sa dernière visite, il avait prévu revenir le 30 avril. Pour des raisons de calendrier, c'est ce 14 mai qu'il revisite les chantiers. Cette visite commence par l'alentour de l'hôpital qui était un dépotoir d'ordures. L'assainissement se veut donc nécessaire, comme le montrent ces constructions de caniveaux. Mais cet assainissement va coûter 2 milliards 300 millions de nos francs. Difficulté que promet de résoudre le président. Je me suis engagé à ce que nous trouvions les solutions pour que cela se fasse très rapidement. Sinon, lorsque nous allons tomber également, arriver dans la saison des pluies, on risque encore de tomber dans un problème d'évacuation d'eau, ce qui ne sera pas non plus, je pense, quelque chose que nous pourrons justifier. Donc, dès lundi, on va regarder avec le ministère des Infrastructures ce qu'on peut faire rapidement pour que autour de cet hôpital, la rue puisse être assainie et bitumée. Après les alentours de l'hôpital, c'est le service de gynécologie qui est présenté au président du Faso, puis la station de traitement des eaux usées. S'ensuit une réunion avec les premiers responsables du déménagement du centre de santé. Et à la fin de cette visite, c'est une satisfaction qui se dégage. Je pense qu'il n'y a plus d'aménagement dans la cour, plus de propriété. Il reste la station de traitement à terminer. Et selon le point qu'on vient de faire, nous pensons que courant fin de semaine prochaine, les travaux seront terminés. L'équipementier nous a demandé 60 jours pour monter l'ensemble du matériel avec nécessairement la formation des médecins. Ce qui aboutira selon les prévisions et les recommandations à l'inauguration de ce nouveau centre hospitalier le 1er septembre 2016. Mort en laissant derrière lui une femme et un enfant, l'assistant de police stagiaire d'Oussungou Rasmane a été conduit à sa dernière demeure en présence des autorités, de ses frères d'armes, de sa famille et de ses connaissances. Il a succombé à ses blessures occasionnées par un choc brutal provoqué par un usager de la circulation qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge. Retour sur les obsèques avec Ibrahim Zango. Hôpital national Blaise Compaoré, il est 15h30 ce vendredi 13 mai, lorsque de la mort sortait la dépouille mortuaire de l'assistant de police stagiaire d'Oussungou Rasmane. Et oui, la pire évidence est qu'à l'intérieur de ce cercueil drapé des couleurs nationales est couché un jeune policier dont la vie a été fauchée par un usager de la route qui n'a pas marqué l'arrêt au feu rouge alors que le jeune homme de loi menait une mission de régulation de la circulation. Frères d'armes, autorités, parents et amis sont venus accompagner ce dernier dans sa dernière demeure. Que d'émotions ici. Vraiment, les mots me manquent. En toute sincérité, c'était un travailleur. Il venait à peine d'arriver. Il vient de nous quitter aussi, prématurément. Bon. Nous étions très tristes, mais quand nous avons vu le soutien affirmé de toute cette foule venue nous accompagner, nous sommes apaisés. Sous le choc également, le ministre en charge de la décentralisation et de la sécurité intérieure, qui était sur les lieux, n'a pas manqué de montrer la détermination de son département à collaborer avec toute la population
pour saisir l'auteur du crime pour qu'il réponde de son forfait. Déjà des recherches qui sont en cours. On a pu relever le numéro de son agent, mais malheureusement, c'est un faux numéro, puisqu'on a été au service des transports et le numéro qui a été relevé est le numéro d'un tricycle, alors que ce n'est pas un tricycle. Donc, c'est du faux. Mais les recherches continuent par d'autres moyens et nous souhaitons que Dieu puisse nous accompagner dans ce travail-là pour que cette personne-là soit retrouvée et livrée et mise à la disposition de la justice pour que le droit puisse être dit. C'est ici, au cimetière de Sandogo, que reposent désormais Rasman et Doussongou, morts à la fleur de l'âge, laissant derrière lui une veuve et un orphelin. Le non-respect des feux tricolores est un acte d'incivisme qui est entré dans les habitudes de certains citoyens de la ville de Ouagadougou, allant jusqu'à causer la mort d'agents de forces de sécurité dont la mission est la protection de la vie. Cet incivisme est décrié au sein de la population qui demande aux autorités gouvernementales de prendre des mesures appropriées pour rompre avec ces habitudes qui n'honorent pas la vie humaine. Ibrahim Zongo. Depuis peu, au Burkina Faso, l'on assiste de plus en plus à une multiplicité d'actes de nature à défier l'autorité de l'État et pire des éducateurs. En illustration, l'on retient les événements de Logobou et très récemment, l'incident de la circulation à Ouagadougou. Des faits qui restent gravés dans la mémoire de plus d'un. Surtout avec le cas de l'accident du policier en circulation qui a perdu la vie. Et dans les zones de l'Orobo avec les élèves qui s'attaquent aux enseignants. L'incivisme, effectivement, c'est un problème vraiment récurrent au Burkina, surtout ces derniers temps, parce que ce qu'on voit dans la ville de Ouagadougou, c'est un problème très criard. Face à cela, certaines personnes n'arrivent plus à digérer leur indignation. Je pense que le gars il devrait quand même s'arrêter, même s'il ne voulait pas s'arrêter, il devrait continuer son chemin. Au lieu de faire semblant de freiner et après il a foncé tout droit sur les policiers. Je pense que ça, c'est pas bien. Le problème, c'est que ce sont les gens qui sont censés, qui pensent qu'on pourrait donc qualifier de personnes instruites et éduquées, qui sont même au courant du problème, qui savent même ce que c'est qu'un acte civique, qui sont responsables qui posent même ces actes inciviques-là. Aussi appelle-t-elle les autorités à quelque niveau que ce soit à plus de responsabilités pour restaurer le civisme. Je pense que si l'autorité peut prendre des mesures face à cela, pour protéger non seulement nos corps habillés qui sont là aussi pour nos sécurités, mais aussi pour le cas des civils également. Parce que s'il avait raté le policier, peut-être c'est un civil qu'il allait partir tuer. Bon. On peut essayer de sensibiliser la population les uns et les autres pour que chacun puisse savoir comment se comporter vers les uns et les autres pour éviter les risques. Ce qui est plus du civisme, c'est ça. Et cela, foi de plusieurs personnes, passe d'abord par la cellule familiale et ensuite les canaux publics. Tous les partis se battent aujourd'hui sur le terrain afin que les maires qui seront élus soient de leur bastion. En plus de jouer sur un rôle représentatif, le maire a de nombreuses fonctions, dont celle d'établir le budget de la gestion de la commune dont il a la charge. Le rôle du maire dans ce reportage de Sambakashile Traoré. Depuis quelque temps, les partis politiques sont en campagne pour les élections municipales au Burkina Faso. Le 22 mai prochain, les Burkinabés éliront pour ce fait leurs responsables municipaux. Cependant, beaucoup d'entre eux ignorent le rôle exact du maire. Pour cet ancien maire de l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, les tâches du maire sont délicates. Le maire a une double fonction. Il représente l'État dans ce sens qu'il officialise les signatures. Il est également un agent de l'exécutif communal parce qu'il assume un certain nombre de fonctions comme la préparation et l'exécution du budget. Il assume également un certain nombre de responsabilités. Aussi pour Issouf Sakandé,
L'analphabétisme de la population est le principal facteur qui handicape la fonction du maire. La difficulté au niveau de la fonction du maire, c'est au niveau de la communication. Vous savez que nous sommes dans un pays où l'alphabétisation, où le niveau d'instruction de la population n'est pas comme on le souhaite. Par conséquent, il faut beaucoup communiquer, beaucoup avec la population et également avec les supérieurs. Parce que la population ne maîtrise pas les lois, ne maîtrise pas les décrets, ne maîtrise pas les décisions. Un maire qui arrive à faire la bonne jonction entre l'administration communale et la population pourra réussir facilement sa mission. Foi de Issouf Sakadé. Frange de la population la plus importante, les femmes et les jeunes constituent une cible de choix pour ces municipales. En vue de les inciter à aller aux urnes le 22 mai, l'association burkinabé pour la renaissance et la redynamisation de la jeunesse a tenu une conférence publique. Doumadié Guel, Rodrigue, Tatiana Tapsoba. La participation massive des jeunes et des femmes aux élections municipales du 22 mai prochain, c'est sous ce thème que se tient cette conférence publique initiée par l'association burkinabé pour la renaissance et la redynamisation de la jeunesse. Situation oblige, les participants à cette conférence auront également droit à une communication sur les comportements à adopter pour des élections apaisées. Notre activité donc entre dans le cadre des élections municipales à venir, sur lesquelles nous développons au moins ces 3 thèmes. Donc un thème sur le processus électoral et le rôle donc du conseiller municipal donc dans sa commune. Et le 3e point, on a remarqué que donc il y a déjà des tensions pendant les campagnes actuelles. Donc on a développé aussi en même temps une communication sur la non-violence et les conflits post-électoraux. Ma communication va tourner autour de la communication non violente, et dans ce sens d'outiller les participants en vue d'anticiper ou désamorcer les conflits pendant ou après les élections. Comme souvent je le dis, cette maison commune qu'est le Burkina Faso, nous avons intérêt à ce que la case ne brûle pas. Et nous avons plusieurs outils. Nous sommes libres de choisir le futur désiré parce que nous ne sommes pas victimes d'un avenir imposé. Alors donc, nous sommes libres et nous sommes menus de notre pouvoir et de notre volonté pour construire justement cette nation unie et prospère. Et c'est dans ce sens, je crois bien, que nous devons avoir des attitudes de conspirateurs et beaucoup plus d'assureurs. Nous préparer à anticiper les choses, les conflits qui pourront naître. Une belle occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des différents candidats à tenir des propos électoraux qui appellent à l'apaisement des esprits et à la non-violence. Nous avons donc un message à les porter. Ils seront tout de suite comptables du bon déroulement au vice ou le contraire donc, des élections. Nous les appelons donc lors de leur campagne d'apaiser les cœurs, les esprits des gens, que le meilleur des programmes puisse passer pour une démocratie parfaite et réelle au Burkina Faso. Avec la vague d'incivisme remarquée dans certaines régions de notre pays, la participation de tous les acteurs au bon déroulement du scrutin du 22 mai prochain est une nécessité pour la préservation de la paix au Burkina. Au cœur des élections et pour en rendre compte aux citoyens, des journalistes ont été imprégnés de la loi sur la corruption électorale à travers un panel d'échange. L'initiative est du réseau africain des journalistes pour l'intégration et la transparence. Samba Kassié Traoré. En cette période de campagne électorale, le réseau africain de journalistes pour l'intégration et la transparence a jugé utile d'organiser un panel d'échange avec les hommes de médias pour leur faire savoir le contenu de la loi sur la corruption électorale et le rôle des journalistes en cette période d'élection. Pour nous, il était essentiel que les hommes de médias, les hommes et les femmes de médias puissent être très bien outillés, puissent savoir ce que dit la loi afin de les aider aussi dans leur travail sur le terrain, car en cette période, nous sommes très sollicités. Et souvent, il n'est pas facile de pouvoir être plus regardant sur les cas de corruption
électorale. Il est attendu des journalistes pas mal de choses pendant la campagne électorale selon Gabriel Cambou. Nous attendons des journalistes qu'ils puissent très bien faire leur travail dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Vous savez que très souvent, la pierre est jetée sur les journalistes et ça fait un pincement au cœur quand on voit que la presse est décriée. Donc pour nous, nous voulons une presse de qualité, une presse intègre, une presse responsable, une presse efficiente qui fait un travail remarquable. Et pour le réseau national de lutte anticorruption, les partis politiques doivent avoir des comportements responsables durant cette campagne. Alors, je pense qu'il faut tout simplement se référer aux conclusions de l'observation qu'on a eu à faire à l'occasion des élections du 29 novembre 2015. Quelles que soient les dispositions que vous prenez, si les acteurs eux-mêmes ne sont pas animés d'une bonne volonté, s'ils ne sont pas guidés par un certain esprit, évidemment, tout ce que vous allez prévoir comme dispositif, il y aura toujours des failles et ces failles seront toujours exploitées. C'est aux acteurs eux-mêmes d'avoir une attitude responsable. Aussi, tous souhaitent la mise en place d'une police électorale constituée essentiellement d'officiers de police judiciaire qui signaleraient tout acte de corruption pendant les périodes électorales. À l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, un accrochage entre des militants du MPP avec des agents de la sécurité du siège de la NAFA a eu lieu en fin de semaine. Une plainte a même été déposée à ce sujet pour situer les responsabilités. Comment cette altercation a-t-elle pu avoir lieu? Des détails dans ce reportage de Mahamat Sangari. La campagne des élections municipales du 22 mai 2016 a connu un incident dans la journée du jeudi 12 mai à l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Un incident qui aurait mis aux prises les militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP et les agents de sécurité du siège de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, du dit arrondissement. Le MPP de l'arrondissement qui a organisé une caravane, ils ont pris la voie et arrivé au niveau du siège, ils ont marqué une pause avec la caravane. Ils sont descendus, ils ont commencé à danser et commencé à jeter leurs spécimens au niveau de notre siège. Et les agents de sécurité qui étaient postés juste à côté les ont demandé poliment de continuer leur route parce que ici, c'était pas le lieu adéquat pour leur meeting. Cette échauffourée aurait occasionné des agressions morales et verbales entre certains militants et sympathisants des deux partis. Et ils ont asséné des coups aux agents de sécurité qui ont fui rentrer et ils les ont rejoints dans la cour. Et le SG même du MPP en personne a eu à asséner une gifle à un de nos agents de sécurité. Et c'est la responsable des femmes MPP de l'arrondissement qui est venu même le tirer, faire sortir de la cour. Certains de nos éléments ont remarqué que le SG avait une arme au niveau de sa bandoulière. Bon, on se dit que peut-être c'est pour sa propre protection. C'est finalement la justice qui a été saisie pour situer les faits et départager le MPP et la NAFA. Effectivement, une plainte a été déposée au niveau de la gendarmerie. Nous sommes allés ce matin aux alentours de 11 h et au niveau de la gendarmerie qui nous a reçus, ils étaient présents, mais malheureusement le SG n'était pas présent et la gendarmerie a pris acte de son absence et ils nous ont prôné des conseils d'apaisement et je crois que notre but aujourd'hui c'est d'aller à des élections apaisées. Et à Honoré Ouedraogo d'inviter le ministère en charge de la sécurité à prendre les mesures nécessaires afin que la présente campagne se déroule en toute quiétude. Autre information dans ce journal, le mouvement Plus rien ne sera comme avant Mpresca de Idrissa Nogo et le M21 de Marcel Tankwano ont tous été épinglés dans le cadre du rapport de l'audit de la transition de l'ASELC, Autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. L'un est accusé d'avoir pris 1 million de francs CFA au Premier ministère et l'autre d'avoir bénéficié de 500 000 francs CFA à Sanakro. 2 organisations de la société civile ont été épinglées dans le rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Il s'agit du mouvement Plus rien ne sera comme avant Mpresca de Idrissa Nogo et du M21 de Marcel Tankwano. Le président du M21 est accusé d'avoir pris 1 million de francs CFA au Premier ministère pour appuyer à la mobilisation sociale d'un conseil de ministres délocalisé à Fada. Toute chose que le président du M21 que nous avons rencontré à ce sujet nie en bloc. Je sais tout simplement que nous n'avons rien reçu
ni un centime, ni un franc, en tout cas, pas à ma personne, encore moins à mon organisation. Le rapport pointe du doigt Marcel Tankwano qui, à son tour, accuse un certain Fousseni Ouedraogo d'avoir pris le million au nom de son organisation. Il y a 3 jours, nous avons cherché à comprendre quelle est la situation. L'enquête de la SE-LC dit que c'est un certain Fousseni Ouedraogo qui a pris les 1 million là pour notre organisation. Le nommé Fousseni nous a confirmé qu'il a pris les 1 million de francs CFA, mais par devers lui, il n'a pas pu nous donner l'information parce qu'il était pris. Il est même parti à Fada avec cet argent et il nous a dit que l'argent, on lui a dit, comme nous n'étions pas là-bas et qu'il ne nous a pas remis l'argent, qu'il n'a qu'à utiliser cet argent-là pour payer les artistes et que ça faisait 750 000 francs. Et l'argent qui est resté, qu'on lui a dit de prendre l'argent qui est resté là et de donner aux forces vives, notamment les femmes de Fada Ngourma. Voilà ce qu'il nous a donné comme information. Mais dans la même discussion, Marcel Tankwano va plus loin pour nous faire certaines révélations relatives aux largesses du Premier ministre de la Transition. Ce dont je sais que quand le Premier ministre arriva à Fada, à la rencontre, après la rencontre, le Premier ministre a rencontré la jeunesse de la région de l'Est et a donné 500 000 francs à la jeunesse par rapport à l'organisation, à la mobilisation. Ça, je suis au courant. Quant au président du MPRESCA, il est accusé d'avoir pris 500 000 francs CFA, chose qu'il a aussi refutée. Donc, c'est une campagne de déstabilisation, de dénigrement. Je retiens que 500 000 francs, le mouvement Plus sera comme avant n'est pas au courant. Ce d'autant plus que le rapport dit que l'argent a été pris auprès du DAF. Une publication qui vient relancer le débat qui faisait rage sur de possibles financements de certaines organisations de la société civile sous la transition, même si ces dernières continuent de nier. Pays abolitionniste de fait de la peine de mort, le Burkina continue de condamner des individus à la peine capitale avec 3 condamnations enregistrées l'année dernière. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse tenue par Amnesty Burkina à Bobo-Dioulasso à propos des conclusions du rapport sur les statistiques mondiales sur la peine de mort. Dans le monde, on remarque une hausse des exécutions, soit près de 1634 exécutions enregistrées en 2015, selon Amnesty Burkina. Josias Dabiré. Amnesty International était face à la presse de Bobo-Dioulasso afin de partager avec les hommes et femmes des médias le contenu de leur rapport au titre de l'année 2016 portant sur l'état de lieu du respect des droits humains dans le monde. L'objectif, c'est de réunir les journalistes, partager les conclusions du rapport donc, sur les statistiques mondiales sur la peine de mort, c'est-à-dire l'état des exécutions, des condamnations, des abolitions, pour ne pas dire les résultats que nous avons pu obtenir dans le monde entier au cours de l'année 2015. De ce rapport, on retiendra que des efforts ont été faits, bien que beaucoup reste encore à faire pour ce qui concerne la peine de mort. Nous avons pu recenser plus de 1634 exécutions au cours donc, de l'année 2015, avec 1998 condamnations. Donc on a vu qu'il y a une hausse liée aux exécutions, mais aussi une baisse liée aux condamnations. La lutte contre le terrorisme aujourd'hui est vraiment à la base. Au Burkina Faso, l'application ou l'abolition de la peine de mort est toujours au statu quo. Le Burkina Faso est un pays abolitionniste de fait, mais continue quand même de condamner des individus à la peine capitale. L'année dernière, il y a eu 3 condamnations. Et le pays, depuis plus de 25 ans, n'a pas procédé à une exécution. Et ce qu'on peut dire également de positif, c'est que il y a eu quand même, le débat a évolué vers l'abolition. On avait même une proposition de loi pour l'abolition de la peine de mort. Mais la résistance de certains leaders d'opinion et ce qu'on a pu également, les difficultés qu'on a eues vers la fin du mandat donc, de la transition. Malgré ce tableau peu reluisant, les organisateurs de la défense des droits humains gardent confiance quant au respect total de la vie humaine dans les années à venir au regard de l'évolution de la civilisation en ce moment précis. La pluie qui est tombée hier dans la nuit a causé de nombreux dégâts dans la ville de Fada Ngourma. Selon la radio Omega, 4 personnes ont été reçues aux urgences dans la nuit du vendredi. Il ressort que de nombreux murs sont tombés et d'innombrables abris et boutiques en tôle également. Aussi, la ville de Fada est restée sans électricité près de 20 heures après l'orage.
L'eau, denrée indispensable à la vie des populations, est devenue rare dans la ville de Ouagadougou. Pour les aider à faire face à cette pénurie, des réalisations sont en cours de réalisation dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. La tournée de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA avec Paulin Yamiogo. L'eau se fait rare dans la capitale Ouagadougou, plongeant ainsi la population dans un grand désarroi. Une situation face à laquelle l'Office national de l'eau et de l'assainissement a mis en œuvre des mesures d'urgence. De la distribution alternée d'eau à la distribution d'eau par citerne dans les zones les plus touchées par la pénurie, l'ONEA a également, dans l'urgence, procédé à l'installation de forages automatisés dans les quartiers périphériques. Il y a maintenant la réalisation des postes d'injection d'eau. Alors, ces ouvrages visent à injecter directement l'eau dans le réseau, surtout dans les zones difficiles. Et c'est ça que vous avez visité ce matin. Et il y en a 2 à Nagrin, comme nous venons de visiter. Il y en a 2 à Bassinko et il y en a un à Yakma. Et je crois que nous devons porter ce nombre à 10 au fur et à mesure. Donc nous allons mettre en service 10 points d'injection d'eau. Ici, à Sondro, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réaliser dans le bref délai un forage. Mais le forage, on l'a commencé hier et je pense que normalement ça prend 3 à 4 jours pour être en tout cas réalisé. Ensuite nous ferons l'équipement. En une semaine, normalement le forage peut être fonctionnel, à condition que nous trouvons l'eau. Parce que nous ferons, mais nous ne savons pas aujourd'hui ce que nous allons trouver à la fin. En tous les cas, les habitants de cette zone, obligés de parcourir la ville pour se procurer de l'eau, sont dans l'impatience et gardent espoir. Espoir qui ne sera peut-être pas vain, puisqu'au moment où nous quittions les lieux, le sol devenait peu à peu humide, signe que les populations pourraient bénéficier très prochainement de l'eau potable. Parlons à présent de l'attractivité de l'Afrique en 2016 à travers l'étude réalisée par le cabinet Ernst & Young qui évalue les progrès réalisés dans les domaines de la gouvernance. Selon l'édition 2016, l'Afrique du Sud reste le pays le plus attractif pour les investisseurs sur le continent africain et ce, malgré la morosité économique qui touche le pays. Le pays est secondé de ce classement par le Maroc suivi par l'Égypte. La Côte d'Ivoire boucle le top 10 de cette sélection. La surprise vient du Nigeria, première puissance économique du continent, classée 15e du fait de ses mauvais scores dans les domaines de la gouvernance et du développement humain. Et c'est avec cette information que prend fin ce 20h sur Burkina Info Télévision. Excellente suite des programmes.